le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, Vladimir Poutine qui provoque l'Ukraine. Il reconnaît l'indépendance de territoires ukrainiens pro-russes. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, en tout cas, ça y ressemble. Nous analyserons la situation avec nos différents journalistes sur place. Et depuis, les réactions politiques s'enchaînent, les réunions aussi. L'Union européenne prendra des sanctions dures à l'égard de la Russie. Annick Capel nous l'expliquera dans ce journal. Cet immeuble de Trasny, théâtre d'un féminicide hier soir. Une femme a été tuée par balle. Un homme est privé de liberté. Précision avec Pierre Bucrémer dans un instant. La reine Mathilde en visite dans une école. Cet établissement de Bouges mène à un projet pilote pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire. Et puis, nous découvrirons les maisons les plus moches de Belgique. C'est en tout cas l'avis d'un photographe qui se passionne, dit-il, pour les horreurs architecturales. Bonjour à toutes et tous. La guerre est-elle cette fois déclarée entre la Russie et l'Ukraine ? En tout cas, la dernière manœuvre de Vladimir Poutine est une très sérieuse provocation. Il a reconnu hier soir l'indépendance de 2 territoires ukrainiens, des zones pro-russes, et le président a d'ailleurs ordonné à ses troupes d'y entrer. Nous allons voir cela avec Vincent Bayonnet et Pascal Bustamante. C'est la nuit près de Donetsk, dans le Donbass. Des véhicules militaires non siglés, probablement des Russes, font mouvement. Vladimir Poutine vient d'annoncer l'envoi de troupes de maintien de la paix en faisant une annonce fracassante. Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Une déclaration qui renverse la table de négociation entre gouvernement ukrainien et rebelles pro-russes. L'Ukraine, dont l'armée est mobilisée, se tient prête. Le président en appelle à ses alliés occidentaux. Nous attendons de nos partenaires des mesures de soutien claires et efficaces. Il est très important maintenant de voir qui est notre véritable ami et partenaire. Et qui continuera à faire peur à la Fédération de Russie avec des mots. Nous sommes attachés à un règlement politico-diplomatique et ne succombons à aucune provocation. Vladimir Poutine a réitéré ses exigences de neutralité de l'Ukraine. Hors de question pour lui qu'elle se rapproche de l'Europe ou de l'OTAN. Ses troupes s'entraînent toujours à la frontière et en reconnaissant les 2 républiques pro-russes, selon les observateurs, ce n'est pas au poker qu'il a joué. C'est plutôt un joueur d'échecs. Il se comporte de manière très très rationnelle sur la base de rapports de force. Il met maintenant les Ukrainiens pied au mur. Si les Ukrainiens, je le répète, interviennent militairement, il a une excuse pour mener une opération de large envergure. Si les Ukrainiens ne font rien, il prend le Donbass officiellement, même s'il l'avait déjà officieusement, sans tirer un seul coup de feu. Mais la partie d'échecs continue. Vladimir Poutine attend la réaction de son adversaire. Ses pièces à lui sont déjà soigneusement alignées sur le terrain. Et nous sommes en direct à Moscou avec Jean-Didier Revoin, notre correspondant en Russie. Le président Poutine a fait hier soir une déclaration tout à fait historique. Oui, effectivement, un caractère historique. Il l'a replacé dans l'histoire longue. Il a fait de l'Ukraine une création de la Russie bolchevique. Il a souligné que la Russie avait payé les dettes de l'Ukraine après la chute de l'Union soviétique sans recevoir de compensation particulière. Il a encore expliqué qu'une clique corrompue à la solde de l'Occident et peu soucieuse de l'intérêt des Ukrainiens était au pouvoir à Kiev depuis 2014 et la révolution de Maïdan. Donc il s'est lancé en quelque sorte dans une entreprise de dénigrement de l'État et des autorités ukrainienne, des propos et un ton martial qu'on ne lui avait pas connu jusqu'à présent dans cette crise ukrainienne, qui lui permet de se distancier des Occidentaux, qui soutiennent bien sûr le pouvoir de Kiev. Une façon aussi de cliver, alors que, vous l'avez dit, il a ordonné à l'armée russe de pénétrer dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk afin d'y maintenir la paix. Mais c'est aussi un narratif qui est adressé à sa population, une façon pour lui de dire qu'en cas de conflit, la Russie ne se battrait pas contre de vrais Ukrainiens. Un moyen aussi d'éviter une levée de boucliers à l'intérieur de la Russie si une véritable guerre devait éclater. Merci pour cette analyse en direct de Moscou. C'était Jean-Didier Revoin, notre correspondant. Alors, cette musculation politique, comment est-elle perçue en Russie auprès de la population et en Ukraine ? Je vous propose d'écouter ces témoignages avec Éric Berger et Benoît Feit.
Vladimir Poutine était sur tous les écrans hier soir à Kiev, la capitale ukrainienne, où sa déclaration a été largement suivie et reçue dans un mélange de révolte et de résignation. Je pense que ça n'a absolument aucun sens. Ça ne devrait pas arriver. Parce que c'est notre pays, pas le leur. Ils ne sont pas indépendants. C'est notre terre. Et je suis sûre que la plupart des Ukrainiens pensent comme moi. Je ne sais pas s'il faut avoir peur ou non. En ce moment, je ne pense pas que nous devrions avoir peur. Mais quand je vois tout ceci à la télévision, je n'arrive pas à croire ce qu'il se passe. Pour moi, c'est juste pour de l'argent. Et pour les Ukrainiens originaires du Donbass, la nouvelle était encore plus difficile à digérer. Je suis vraiment sous le choc car j'ai beaucoup de familles à l'Est. Je suis en fait originaire de Donetsk. Ça fait 8 ans que je vis à Kiev et c'est pour moi la nouvelle la plus terrifiante en 8 ans. Mais à Donetsk, dans le Donbass, l'annonce de Vladimir Poutine a évidemment suscité une toute autre réaction auprès des russophones, qui ont même fêté l'événement à coups de feux d'artifice, comme une célébration d'indépendance. Certains ici espèrent d'ailleurs que cette reconnaissance par Moscou n'est qu'un début dans l'histoire du Donbass. C'est une nouvelle avancée sur la route que nous construisons depuis 2014, la route vers la Fédération de Russie. Et nous ne serions pas surpris si à l'avenir, dans la foulée de la reconnaissance de notre République, le Donbass devenait un membre à part entière de sa patrie historique, la Russie. Mais à Moscou, au lendemain de la déclaration de Vladimir Poutine à la télévision, les réactions ne débordaient pas vraiment d'enthousiasme. La Russie n'avait pas le choix. Nous devons les aider. Nous ne pouvions pas les laisser seuls dans cette situation entre deux feux. Quelqu'un devait les aider. Ils ne pouvaient pas compter sur l'Ukraine. D'un point de vue global, c'est peut-être juste. Mais d'un point de vue économique, nous devrions d'abord nettoyer le gâchis dans notre propre pays pour les citoyens russes. Comme si, vu de Moscou, l'Ukraine et le Donbass n'étaient pas aujourd'hui la priorité de la population. Voilà des réactions contrastées, en tout cas du côté de la communauté internationale. L'inquiétude domine. La déclaration du président russe a d'ailleurs été suivie de nombreuses réactions, notamment européennes. Plusieurs réunions vont justement avoir lieu aujourd'hui. Avec quel objectif ? Eh bien, c'est Annick Capel qui va nous l'expliquer. Il s'agit en fait de décider de sanctions à l'égard de la Russie. En effet, il y a déjà eu une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne ici à Bruxelles ce matin. Et cet après-midi, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est prévue à Paris pour décider de sanctions contre la Russie. Alors des sanctions contre des personnes, des sanctions économiques. En fait, les Européens ont mis au point tout un éventail de sanctions qu'ils peuvent enclencher en fonction de l'évolution de la situation. Et donc on s'attend à une première salve cet après-midi. Mais si la situation devait se dégrader sur le terrain, alors ils pourraient prendre plus tard des sanctions beaucoup plus sévères. Donc ça, c'est pour les sanctions. Est-ce que par ailleurs, les Occidentaux ont l'intention d'envoyer des troupes sur le terrain ? Eh bien, nous avons posé la question ce matin à notre Premier ministre Alexander De Croo. Je vous propose d'écouter sa réponse. Nous travaillons au sein de l'OTAN et la priorité de l'OTAN, c'est de défendre le territoire de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Défendre ce territoire de l'OTAN, on le fait. On le fait aujourd'hui tous les jours en Estonie, où on a 4 F-16, où là aussi, il y a beaucoup d'intimidation du côté russe. Naturellement, si l'OTAN décide qu'un certain déploiement sur le territoire de l'OTAN est nécessaire, on sera prêt à prendre notre responsabilité, mais la question n'a pas encore été posée. Voilà, donc on l'entend, côté occidental, à ce stade, on n'envisage pas d'intervention militaire, on préfère frapper la Russie par d'autres moyens. L'Allemagne, par exemple, vient de décider de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie l'Allemagne et la Russie. Et côté américain, eh bien, comme les Européens ont brandi l'arme des sanctions, puisque ce matin, le président Joe Biden a signé un décret qui interdit tout investissement, tout échange commercial entre les États-Unis et les territoires séparatistes dans le Donbass.
Merci à vous, Annick, d'avoir fait le point sur ces réactions internationales. Dans la suite de ce journal, en ce 22 du 2 2022, nous nous intéresserons à cette date, pas comme les autres. Elle se lit dans les deux sens, avis aux superstitieux. Nous irons dans cette librairie de Nessonvaux, un lieu de vie apprécié par les habitants touchés par les inondations en juillet dernier. Et puis, le grand retour du commissaire Maigret. Le réalisateur Patrice Lecomte adapte le personnage de Simenon au cinéma. On va s'arrêter donc sur cette date particulière. Nous sommes le 22 février 2022. Cela ne vous aura pas échappé et c'est une date particulière. On appelle ça un palindrome, c'est-à-dire qu'elle peut tout simplement se lire dans les deux sens. Alors pour vous, ça ne signifie peut-être pas grand-chose, mais pour les superstitieux, c'est tout un symbole. Reportage de Claire Verstraat, Bruno Duvillier, Éric Bévert. Jean-Jacques Droesbeek a consacré sa vie aux chiffres et aux nombres. Il a même écrit des livres à leur propos. Cette date, le 22 du 02 2022, ça lui parle bien sûr. Sa particularité, c'est d'être un nombre palindrome. Alors palindrome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec palindromos, qui veut dire revenir sur ses pas. C'est donc un nombre qui a, comme pour les lettres, la structure d'un mot qu'on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. Une succession de 2 qui interpelle évidemment les numérologues, comme Evelyne. Pour certains, ça va être un chiffre magique, puisque si l'on additionne tous les chiffres de cette date, ça va donner un 12. 12, c'est 1 plus 2, ça donne 3, qui est le signe de l'optimisme et aussi de la chance. Donc on va pouvoir peut-être faire un jeu, alors million ou le loto, mais pas exclusivement. Jouer au loto spécialement aujourd'hui, dans cette librairie, on n'a pas vraiment été submergé de cas jusqu'à présent. Il y a quelques clients qui jouent ce jour-là parce que la date peut porter chance, mais je n'ai pas eu énormément encore pour l'instant. Pas du tout pour la date, c'est juste vraiment pour jouer. Après la date, si elle porte chance, c'est ce que j'attends, c'est la chance. Et vous-même, vous avez joué aujourd'hui spécialement ? J'ai joué aujourd'hui spécialement, oui. À cause de la date ? À cause de la date, tout à fait. On espère toujours la chance et on y croit, et voilà. Malheureusement, l'expert en statistique est formel. Ce mardi est un jour absolument comme un autre. Il n'y a pas de valeur a priori symbolique, mais il y a des gens qui donnent de la valeur symbolique. Le fait d'être né, par exemple, un jour où vous avez cette date, eh bien, ça va vous donner une impression d'être particulièrement privilégié, alors qu'en réalité, c'est un nombre comme un autre. Pour ceux qui y croient quand même, la prochaine date palindrome, ce sera dans 8 ans, le 3 février 2030. Et voilà qui termine notre tour de l'actualité à la mi-journée. D'autres infos, bien sûr, à 19h30 avec Nathalie Malleux. Dans l'immédiat, la météo et Daniela Prepeliuk, suivi d'affaires conclues. Bel après-midi à vous et à demain.